to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Juste une première et petite question, mais comme ça nous permet aussi de comprendre qui est ce cinéaste. Dans le cinéma chinois, qu'est-ce que ça représente? Et c'est voilà, une espèce d'introduction avant d'aller directement à l'intérieur du film. Donc Marc, si tu peux commencer à nous expliquer un peu qui est Bigan, et ensuite on verra avec Efren. Ouais, donc Bigan, c'est un réalisateur chinois qui est apparu il y a maintenant une dizaine d'années. Alors, hors Chine, il s'est fait connaître à partir de 2014-2015 avec son deuxième long métrage qui s'appelle Kylie Blues, mais avant, qui était sorti notamment, qui avait été diffusé à Locarno et au Festival des Trois Continents, et qui avait eu après quand même un bon succès d'estime en France et ailleurs. Mais avant ça, il avait fait un premier long métrage qui s'appelle Tiger, que à peu près personne n'a vu, puisqu'il est difficilement trouvable. C'est un film étudiant en 2011. Ensuite, il avait fait un court-métrage qui, celui-ci est trouvable, qui s'appelle The Poet and the Singer. Et ensuite, donc, Kylie Blues en 2014. Ensuite, un autre court-métrage de 2 minutes. Et donc, ce troisième long qu'on vient de voir, Un grand voyage vers la nuit. Et il a fait en 2022, je crois, un court-métrage qui s'appelle The Short Story. Et en 2025 sortira son quatrième long-métrage qui s'appelle Résurrection. Donc il est apparu comme ça au début des années 2010, dans cette vague des sortes de nouveaux réalisateurs chinois qui répondent à une certaine tradition chinoise et répondent à des questions dans le bouleversement de la société chinoise depuis les années 90, qui est en plein boom, essor économique, destruction, ville de plus en plus malléable, etc. Donc, dans son cinéma, il parle de toutes ces questions-là avec un prisme provincial, parce qu'il vient de la région de la province du Guizhou. C'est vraiment essentiel dans son cinéma. C'est une région assez montagneuse et tous ses films se passent dans cette province, notamment à Kaili, là on l'a vu, ou dans des villes à côté. Et c'est une province qui a aussi une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de minorités ethniques là-bas. Bigan en fait partie, et ça s'appelle la minorité Miao. Et alors, il n'en parle pas dans Grand Voyage vers la nuit, mais ça a son importance dans Kylie Blues. Et donc voilà, il est dans cette tradition de réalisateurs chinois qui, du coup, parlent des évolutions de la Chine actuelle, mais qui aussi ont quand même vu de nombreux films étrangers. Et vous avez pu le voir, je pense, dans Un grand voyage vers la nuit. Il y a quand même de fortes influences, notamment tout ce qui est Tarkovsky ou Antonioni, même ou Xiaoxian ou Wong Kar-wai, même ne serait-ce qu'au niveau de l'esthétique. Donc il est un petit peu là-dedans, dans cette tradition, mais tourné vers le monde et tourné vers sa province, vers son histoire familiale. Donc il y a comme ça cette double face qui est très intéressante chez lui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce cinéaste et son rapport, ce qu'il représente aussi dans le cinéma chinois, et voire même aussi comment toi tu l'as découvert, je crois que c'était avec Kylie Blues, si je ne me trompe pas. Je t'en prie, Kefren. Je rejoins ce qu'a dit Marc dans la totalité, sauf que je veux un peu nuancer sur le fait que Bigan vient d'une génération particulière qui justement n'a pas trop connu les affres de la transition violente chinoise, parce que il était trop petit. Et contrairement à la génération précédente, un peu comme Lau Ye ou Wong Xiaoshuai ou des gens comme ça, qui ont connu et en plus ont fait les films sur cette transition, les cinéastes de l'âge de Bigan, à l'époque où il fait Kylie, etc., sont trop jeunes pour avoir connu ça, et eux, en fait, ils ont un peu toujours connu la Chine dans cette espèce de boom constant, etc. Et c'est un peu ce qui peut expliquer son intérêt de plus en plus prononcé pour la science-fiction, qui est l'un des grands genres qui accompagne ce boom chinois. Et concernant mon rapport à Bigan, c'est que oui, je l'avais découvert à l'époque avec Kylie Blues, que j'avais vu en projo presse comme ça. Et comme l'a aussi bien dit Marc, c'est que à l'époque,
on était on était aux aguets, très attentifs à ce qui se passait en Chine, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui nous arrivaient. Par exemple, là, 2 ans avant, il y avait le film Trap Street de Vivian Chu, ou même les films de Jiao Yinan ou d'autres cinéastes comme ça qui nous arrivaient de plus en plus. Et on commençait à remarquer qu'il se passait des choses en Chine et qu'en même temps se renouait une continuité esthétique avec un cinéma dont on parlera, qui est le cinéma taïwanais, beaucoup plus même que le cinéma hongkongais. Et oui, à cette époque, Kylie Blue, on avait pris un peu une claque, comme on dit. Et j'étais allé le revoir le film plusieurs fois. Je crois que j'avais vu 5 fois en salle, quelque chose comme ça. Et ça nous avait beaucoup marqué puisque à l'époque, j'étais aussi à la fac avec des amis chinois et ces amis sont après allés rejoindre Bigan pour faire ces films suivants, enfin ces 2 films suivants. Et donc après, à partir de là, on était tous, en tout cas moi j'étais assez concentré sur ce que faisait Bigan, sur ce dont il se passait, mais également ce qui se passait dans le cinéma, disons, indépendant chinois, où, par exemple, en 2018, en même temps que, enfin 2018-2019, en même temps qu'un peu son deuxième film, est sorti, par exemple, le film de Hubo, An Elephant Sitting Still, où d'autres jeunes cinéastes comme ça étaient dans les grands festivals internationaux. Et c'est ça, c'est un peu ça mon rapport avec Bigan. C'est un peu l'étendard de ce cinéma chinois indépendant qui tente de renouer avec une tradition plus grande de cinéma. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux extrêmement provocatrice, mais c'est comme ça va nous permettre vraiment, là, pour le coup, de parler d'un des dispositifs propres à Bigan, qui est le plan séquence. Dans Kylie Blues, il y avait un plan séquence je crois, d'une 40aine de minutes. Et d'ailleurs, il faut savoir que chez East Asia, bon, ça n'existe plus, mais il y avait un podcast, je crois, 1 fois ou 2 fois par mois, je ne sais plus, mais où se réunissait donc toute la rédaction. Et j'ai fait partie pendant quelques temps de ce podcast. Et on avait parlé de ce film-là. Et Kefren m'a rappelé la dernière fois que j'aurais dit, il faut que je vérifie quand même, qu'il fallait quand même ne pas trop être euphorique par rapport à lui, parce que je disais que ce plan séquence, qui était génialissime, mais je voyais le dispositif et c'est ça qui me gênait. Bon, aujourd'hui, selon vous, est-ce que c'est beaucoup plus qu'un dispositif ou est-ce que j'avais raison? Ça, c'est la question provocatrice. Mais allons encore plus loin par rapport à ce dispositif-là. Dans ce film-là, je crois qu'il fait 1 heure, c'est ça? 59 minutes, voilà. Mais c'est intéressant peut-être de parler de ce dispositif-là qui nous permettra aussi de comprendre comment ce cinéaste construit son film. Parce qu'il y a toute une première partie qui, à la base, devait être en 2D. Et c'est le plan séquence, tu me dis si je me trompe, qui est en 3D. Donc, on est dans une espèce de boîte de Pandore ou d'un rêve, d'un rêve, d'un rêve. Donc, ça serait intéressant de parler de tout ça. Je t'en prie, Marc. Bah, effectivement, quand on parle de plan séquence, surtout très long, comme c'est le cas chez Bican, 41 minutes dans Kylie Blues et 59 minutes dans Un grand voyage vers la nuit, et surtout avec des mouvements perpétuels. Ça parcourt des kilomètres dans les 2 films. Souvent, c'est démonstratif, on trouve ça un peu gratuit, mais chez Bigan, c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que les 2 plans séquences sont complètement justifiés dans le propos du film. Dans Kylie Blues, c'est parce que le réalisateur arrive dans un village qui s'appelle Dangmei, un village un peu magique, une sorte de zone, pour parler un peu à la Tarkovsky, tu vois, où le temps est complètement chamboulé. Il rencontre des personnes qui sont peut-être irréelles, réelles, ou qui ont 20 ans alors qu'ils devraient en avoir 80, etc. Donc c'est un monde complètement irréel où tout est chamboulé, un lieu atemporel. Voilà, c'est une véritable zone. Et dans Un grand voyage vers la nuit, le plan séquence correspond à soit un film qui est projeté, soit le rêve qui est fait par le personnage principal du film. Et comme quand on rêve, tout est en plan séquence. Et donc, ce dispositif qui a été extrêmement lourd pour le tournage, il y a 3 directeurs de photographie différents qui séquencent ce long plan séquence, dont un français.
Et bon, ça a été des mois de travail, hein, et vraiment, c'est pas du tout gratuit. Et même, ce qui est le plus étonnant, c'est que le plan séquence, il a été tourné après la première partie du film, mais c'est le plan séquence qui a déterminé le montage final du film. Le directeur de la photographie français qui a bossé avec lui, alors, qui s'appelle David Chizalet, il a expliqué que lui, pour préparer le plan séquence, il demandait à Bigan de voir les rushs à un pré-montage de ce qui avait déjà été tourné. Et Bigan lui disait non, je ne te montrerai pas ce qu'on a filmé avant, parce qu'en fait, le montage que je vais faire, il va dépendre de ce plan séquence. Et donc, c'est pas l'aboutissement du film, le plan séquence. En fait, c'est le commencement du film dans la vision du réalisateur, ce qui bouleverse complètement les choses. Et donc, c'est complètement signifiant, quoi. C'est vraiment pas du tout gratuit, puisque voilà, tout part de ce plan séquence qui est complètement motivé. Avant qu'Efren, que tu prennes la parole, je rajoute une autre petite question. Et est-ce que dans ce film-là, en l'occurrence, la première partie que nous voyons, qui est une partie, vous me contredisez si je me trompe, mais quand même assez fragmentée, est-ce qu'à l'intérieur même de la seconde partie du plan séquence, il y a aussi une notion de fragment dans le plan séquence, dans la manière de nous montrer ce que le plan séquence va regarder, va guider? Est-ce que même à l'intérieur de ce plan, est-ce qu'en fait finalement c'est un film fragmentaire dans les deux sens, que ce soit dans la première partie qui est beaucoup plus visible, ne serait-ce qu'au niveau du découpage, et dans la seconde qui l'est peut-être moins parce que c'est un plan séquence? Alors, dans le plan séquence, comme dans un rêve, tout est un petit peu mélangé et on va un peu au fil de l'eau. Donc, ça mélange voilà, des souvenirs altérés. Il y a des personnages qu'on voit, par exemple la mère du chat, qui est son ami qui avait été tué, qui avait été assassiné, se retrouve être sa mère fictive ou ce qu'aurait pu être sa mère. Donc voilà, il y a évidemment la chanteuse, enfin la joueuse de billard. C'est évidemment Wan Chi-wen qui est complètement fantasmé, qui a une autre coupe de cheveux. Donc, dans le plan séquent, il y a au début qui joue au ping-pong, ça pourrait être l'éventuel fils qu'il aurait pu avoir. Donc, tout est mélangé, le fantasme, la réalité. Et moi, je vois que ça reste quand même de manière très fluide. Je ne vois pas ça d'un très fragmentaire, sauf évidemment les 3 séquences qui sont vraiment la mine plus jusqu'au téléphérique, ensuite la partie de billard et le vol plané au-dessus du village, et ensuite la dernière partie du village. Donc là, c'est plus dans un point de vue technique que je vois des séquences, mais pas au niveau des thématiques qui sont vraiment mélangées tout au long du plan. Pour répondre à la première question de Samir sur le plan séquence, c'est que oui, au début, dans Kylie Blues, on pouvait le voir effectivement comme un peu un jeune cinéaste qui fait son morceau de bravoure pour se faire remarquer ou pour faire son intéressant. Mais alors qu'il développe son œuvre, on voit qu'en réalité, il y a d'autres types de logiques à l'œuvre. Et pour moi, il y a aussi une logique musicale, c'est-à-dire une musicalité de son cinéma, c'est-à-dire de garder une unité de temps que la caméra sans coupe nous donnerait l'impression de continuer, et un peu comme une chanson de ramener différents éléments comme des refrains, comme des choses comme ça dans la chanson. Et en fait, c'est une approche que je crois que Bigan a un peu parce qu'il fait appel à beaucoup de musique dans ses films. Et Long Voyage vers la nuit commence par justement Tang Wei qu'on ne voit pas, qui tient un micro, etc. Et qui nous donne un peu l'idée qu'il y aurait quelque chose de musical dans ce film, et que cette espèce de truc onirique répondrait aussi à une logique musicale. Et dans ça, je peux un peu m'étaler sur ça, c'est que la musique qu'il utilise dans Un long voyage vers la nuit, ce sont beaucoup de musique nostalgique, parce que déjà dans Kylie Blues, il avait des espèces de goûts nostalgiques et il utilisait Wu-Bai. Et en fait, dans Kylie Blues, il y a une espèce de séquence de parc d'attractions, etc. Et en fait, on entend Wu-Bai. Et en fait, pour le public chinois, Wu-Bai, c'est un espèce de rocker à la Bruce Springsteen ou un peu à la Tom Petty, tout comme ça. En fait, pour eux, c'est déjà une dimension nostalgique de mettre sa musique dans le film. Mais dans Un long voyage vers la nuit, il
fait ça au carré, et surtout dans le plan séquence où il y a 3, je crois, chansons, et dont une chanson de Kelly Chen, qui est une actrice et chanteuse hongkongaise des années 90, qui ramène déjà le film à cette époque et à ce cinéma. Et la dernière chanson qui chante avant que le personnage aille de l'autre côté pour retrouver l'espèce de double de Tang Wei, c'est une chanson de la chanteuse taïwanaise Tai Xiaomei, qui est une chanteuse taïwanaise et qui justement ramène au cinéma aussi de Hao Xiaoxian et tout ce cinéma-là. Et donc, il y a toutes ces espèces de trucs où le plan séquence permet une continuité où résonnent des éléments, mais dans une forme plus musicale, je crois, que cinématographique. C'est-à-dire comme si on refaisait les mêmes accords ou on reprenait des mélodies ou des choses comme ça de cet ordre-là. Et ça va avec l'ordre fragmentaire que tu dis du film, parce que justement, dans tout cet ordre fragmentaire que tu dis, il y a une espèce de fluidité qu'il met à l'œuvre par la répétition de motifs. Par exemple, il y a souvent la pluie dans les flashbacks, dans les scènes qui se passent dans l'autre temporalité, et de l'eau également, avec les plans à la Tarkovsky, etc., où il essaye de justement faire comme Tarkovsky, capturer le temps en filmant les ruines, le passage du temps, etc., sur les choses, sur le téléphone que la femme a en prison, les ruines dans l'eau, etc. Tout est un peu décrépit. Et il y a ce truc où on te dirait que même la première partie, en fait, est fluide, et il le fait par des espèces de raccords numériques où, par exemple, le premier plan atteste de ça. C'est-à-dire, on passe de cette espèce d'endroit où il y a une espèce d'orchestre ou une batterie, etc., et la caméra monte, et on arrive dans la chambre du héros, comme ça, du personnage principal, sans qu'il y ait de coupe. Et qu'en fait, c'est un espèce de raccord numérique qui nous dit déjà que cette partie déjà est faite de la même manière que la seconde, sauf qu'on ne le remarque pas parce que justement, il y a cette logique fragmentaire à l'œuvre qui est plus explicite, mais qui se répète dans la seconde, dans la même unité de temps et de lieu. Donc en fait, les deux parties se répondent dans un espèce de ballet qui suivent plus une logique musicale pour moi, plus qu'une espèce d'impératif narratif qui nous dirait qu'il y a ça, ça. Et comme Marc l'a dit, il y a des espèces d'errances et des choses comme ça, des personnages qu'on voit comme le personnage de Sylvia Chung, sur lequel on pourra revenir, mais qui nous indique ça. Et que par exemple, je vais finir un peu sur ça, sur la musique aussi, c'est que la dernière chanson qu'on entend à la fin au générique, c'est une chanson de Miyuki Nakajima, qui est une chanson japonaise et qui ramène encore une fois aux origines même, puisque les cinéastes taïwanais étaient influencés par les cinéastes japonais, notamment par Ozu, qui était le grand maître de Hao Xiaoxian. Et dans ce truc, quand il utilise cette chanson, il y a aussi l'idée que c'est une chanteuse qui a surtout été reprise par Faye Wong dans les années 90, et donc il s'inscrit lui aussi dans ce cinéma. Et il y a donc tout un jeu de résonance et de choses comme ça, et qui est même extra-filmique, puisque lorsque le film est sorti en 2018 en Chine, il était accompagné d'un clip musical pour en faire la promo, qui était fait, dont la musique était faite par Léa Du. Et en fait, Léa Du, c'est la fille de Faye Wong actuellement, donc lui-même cultive ça avec ça, et le plan séance est un peu l'unité où il peut jouer de tout ça avec le public, et surtout avec le public chinois, puisque quand je le dis, ça paraît un peu cryptique et qu'il faut savoir beaucoup de choses, mais en réalité, pour le public chinois, c'est très fluide tout ce qui se passe. Du coup, ma question, c'était sur l'utilité de la 3D pour ce plan séquence, de savoir comment ça s'inscrivait du coup dans la démarche à la fois soit artistique, soit technique de ce plan séquence, en fait. Pour moi, je pense pas vraiment, parce qu'en réalité, quand on voit ce que fait le film, et justement avec la présence de Sylvia Chung, en fait, je veux revenir vite fait sur Sylvia Chung, c'est que Sylvia Chung, c'est une figure importante du cinéma chinois, et même du cinéma sinophone, parce que en réalité, depuis la fin des années 70 jusqu'à nos jours,
elle est un peu productrice, co-scénariste, actrice, et elle a elle-même sa propre œuvre en tant que cinéaste. Et elle essaye de lier un peu les cinéastes sinophones, quitte à faire des films en Malaisie, à Singapour, etc., en Chine continentale, à Hong Kong, Taïwan. Et c'est par exemple c'est grâce à elle qui a eu, entre autres, qui a eu la nouvelle vague taïwanaise, et notamment les films de Edward Young et de Hao Xiaoxian à la base. C'est parce qu'elle a aidé à les financer et qu'elle était actrice dedans à l'époque. Et également, en fait, pour dire vite, Sylvia Chung, ce serait une figure comparable à Sophie Filière en France, pour le dire très très vite. Et parce qu'en réalité, Sylvia Chung, son influence est assez massive. Et en fait, dans le film, moi je sais parce que justement j'avais des amis au tournage, c'est qu'elle a beaucoup influencé la fin du film et l'espèce de virage onirique, parce qu'elle-même, dans sa propre œuvre, il y a ça. Et Justin en avait parlé dans l'émission de Microciné enfin, pour annoncer le festival. Et Bigan un peu s'inscrit dans tout ça et s'inscrit également dans le cinéma de Taïwan. Et vous pouvez voir à la fin du générique, il remercie Hao Xiaoxian, mais il remercie aussi Pierre Rissian et Charles Tesson. Et en fait, c'est un peu son importance parce que ça montre bien qu'il est conscient quand même de ce qu'il représente et dans quoi il s'inscrit. Et ce dont il s'inscrit esthétiquement, c'est ce que ont apporté Hao Xiaoxian et Edward, c'est-à-dire que ce serait la forme singulière d'un cinéma chinois, qui serait celle qui continuerait la peinture chinoise. Et donc, dans cette idée, à l'époque, qui avait été développée, je crois, beaucoup par Tesson et Assayas dans les cahiers, c'était que, et qui les cinéastes adhéraient, c'était que les cinéastes comme Hao Xiaoxian et Dang se servaient des plans séquences, ou en tout cas des plans longs, pour un peu émuler la manière dont était fait la peinture chinoise en panoramique et des choses comme ça, qui pouvaient englober beaucoup de choses, beaucoup de personnages, beaucoup de choses sur la même temporalité, dans le même cadre. En réalité, bon, Charles Tesson on parle beaucoup mieux que moi, donc je pense qu'il faudrait se rediriger vers ce texte, mais je pense que Bigan s'inscrit dans ça et essaye de le pousser à l'extrême avec les moyens du numérique. C'est-à-dire, si on pouvait faire une fresque en suivant l'esthétique de la peinture chinoise de la vie d'un homme, alors ce serait justement par la forme d'un plan séquence où on aurait toutes les étapes de sa vie, tous les symboles, toutes ces choses qui sont importantes à se souvenir. Et c'est en ça que pour moi, le plan séquence est décisif et n'est pas démonstratif. Parce que justement, il s'inscrit dans tout un truc dont Bigan est conscient et vient en quelque sorte pas l'update, mais en donner sa propre version de cette esthétique propre à la Chine, justement, et au cinéma chinois. Et pour revenir plus précisément sur la question de la 3D, alors mes souvenirs de la projection de 2019 sont un peu lointains. Moi, il me semble que c'est pas une grande perte que le film soit en 2D. Enfin, je ne sais pas si c'est la première fois que vous le voyez, mais si c'est la première fois, c'est pas grave que ce soit pas en 3D. Après, ça, c'est que mon avis. Je pense que ça n'ajoute finalement pas grand-chose. Il y a peut-être plus de profondeur à la séquence, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a un aspect marketing, c'est-à-dire que voilà, pour faire la promotion du film, déjà, toute la promo était quasiment basée sur le plan séquence. Alors en 3D, c'est encore mieux, quoi. Mais c'est aussi dans cette volonté aussi d'offrir du spectacle dans les salles de cinéma. Bigan, j'avais lu de ça dans une interview, il regrette que voilà, il n'y ait plus une certaine démonstration des films ou justement un aspect qui mérite que les spectateurs en fait se déplacent dans les salles, comme avec je sais pas, le parlant, l'arrivée de la couleur, le panoramique ou ce genre de choses. Et là, la 3D, il trouve que c'est un bon argument justement pour que les spectateurs renouent avec un côté un peu spectaculaire et vendeur du cinéma. Donc je pense qu'il y a ça qui a joué dans son utilisation de la 3D. Un spectateur qui n'est pas rentré du tout dans le film, et surtout il trouve que dans ce plan séquence, et parfois même en général, si je ne me trompe pas dans ce que tu as dit, il trouve que la narration empathie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? En fait,
on peut être sidéré après la première vision du film, justement parce que, ouais, avec justement ce plan séquence qui, enfin, moi je trouve qu'en fait c'est plutôt la narration qui le guide et non pas l'aspect technique. Mais c'est comme ça qu'il a été pensé. Mais bon. Mais ensuite, en fait, le film peut interloquer parce que comme toute la première partie est fragmentaire dans le désordre, parfois on a du mal à savoir qui est qui et du coup on peut être perdu. Et le truc, c'est que c'est vraiment un film qui se bonifie quand on le revoit, puisqu'on voit beaucoup plus de choses, on comprend mieux l'histoire qui en fait est simplissime. C'est vraiment des lieux communs de films noirs avec là, une femme fatale, quelqu'un qui se remémore en voix off, comment j'en suis arrivé là de manière un peu blasée, etc. Enfin, il y a tous les lieux communs du film noir qui sont condensés ici dans une histoire mais ultra simplissime. C'est juste que là, elle est un petit peu morcelée. Et en plus, le film, il est cyclique. C'est-à-dire que si là, on reprojette le film, la première séquence, qui est donc Tang Wei avec un micro et la caméra qui se lève, c'est ce qu'aurait dû voir le personnage principal après sa séance de cinéma en allant voir le spectacle des chanteuses. Et quant à la caméra qui se lève, en gros, c'est bah merde, en fait, non, j'ai encore rêvé d'elle, etc. En fait, tout le film est une boucle qui se répète à l'infini. C'est pour ça qu'il y a un brouillage entre est-ce que c'est un film, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est un fantasme. Et ça rejoint, il y a une des phrases qui dit dans le film, je l'ai noté parce que j'ai une très mauvaise mémoire, la plus grande différence entre le cinéma et la mémoire est qu'un film est faux. Il est fait d'images mises en ordre. La mémoire mêle le vrai et le faux. Ces images apparaissent à tout instant. Mais en fait, et évidemment, on peut douter de ces propos, puisque en gros, le cinéma, dans ce cas-là, il n'est pas faux, puisque toute la dernière séquence qu'on a vue, c'est vraiment le réel tel qu'il devrait être et tel qu'il devrait être pour le personnage principal. Parce que techniquement, avant qu'il aille voir ce film-là ou ce rêve, il va retrouver la femme qu'il avait perdue une dizaine d'années auparavant, et il y a un côté déceptif parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'en fait, il s'est fait avoir depuis le début et que cette femme n'a jamais, enfin, lui n'a pas compté pour elle. Et en fait, pour contrer ce côté déceptif, en fait, il préfère se réfugier dans une réalité fantasmée qui lui plaît plus. Et en fait, c'est ça la réalité qu'il veut. Ben moi, je rejoins un peu Marc ce qu'il dit sur le cinéma, la mémoire, etc. C'est que il y a aussi, disons que Bigan le travail depuis au moins Kylie Blues, c'est que, et même c'est beaucoup plus exacerbé dans son dernier court-métrage. Il travaille aussi le cinéma comme une expérience sensible du temps, et encore une fois, c'est un Tarkovskien. Donc la narration, disons que c'est pas que on s'en fout, mais par exemple, si vous regardez Le Miroir de Tarkovsky, c'est pas une histoire avec un début, un milieu, une fin, ou des choses comme ça. Et même s'il y avait une espèce d'impératif narratif qu'il faudrait suivre, je pense pas que Pigan soit animé par ça, mais plus par un désir justement comme d'émuler un peu le fonctionnement de la mémoire, de la conscience, etc. Et c'est pour ça que dans les dialogues, les personnages font beaucoup de rapport à des choses magiques, ou ceux qu'on peut moins remarquer parce qu'on ne le sait pas trop en Occident, c'est ils parlent avec beaucoup de citations de trucs, de poèmes ou de choses comme ça, ou de chansons, etc. Et il y a un peu ce truc d'émuler la mémoire, mais même pour le spectateur, et même de le faire ressentir sensiblement. Et c'est pour ça que la 3D était importante dans cette deuxième partie pour le cinéaste. C'est que, comme je l'ai dit, il y a toute cette musique qui donne instantanément un sentiment nostalgique, mais il y a aussi toute cette espèce de tour qu'on fait, parce qu'en fait, on fait à peu près 2 fois le même tour dans le plan séquence final. Et en fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui ruminait ce qu'il n'a pas pu faire, tous les actes manqués de sa vie, etc., etc., de son existence. Et en fait, c'est quelque chose qui est très propre à ces cinéastes, et même, je dirais, à une certaine littérature aussi, mais qui n'est pas pour le coup que chinoise. C'est-à-dire,
même Bigan en est très conscient, et même quand il fait Kylie Blues, il se réfère au livre au livre qu'a adapté Tarkovsky pour faire A Stalker, et des choses comme ça, qui a lieu aussi cette approche, disons, narrative, qui a lieu aussi dans la littérature sud-américaine ou comme ça, d'exploser un peu les choses pour renvoyer à une expérience sensible de ce que pourrait être la psyché humaine en réalité. Donc, c'est plus des jeux d'organisation de textures, de résonance, de motifs, et de plonger comme ça dans à la fois ça de manière explicite dans un truc qui serait narratif, puisque comme l'a dit Marc aussi, la première partie suit une logique de film noir. En fait, c'est la première partie, on pourrait le dire grossièrement, c'est juste un film noir filmé à la manière de Tarkovsky un peu. C'est juste un peu ça. Et Tang Wei joue une femme fatale qui est double comme chez David Lynch. En fait, c'est un peu ça. Et la seconde partie, justement, vise à un peu nous faire ressentir le vrai état du personnage en dehors, justement, de la narration. Et c'est pour ça que quand il s'arrête dans le cinéma, il s'endort. Le film commence pour nous, et le vrai film, en fait, c'est le rêve. C'est ce truc où ce mec est un peu coincé dans son propre enfer, qui est fait de regrets, d'actes manqués, etc. Choses comme ça, où le seul confort qu'il aurait, ce serait dans cette prostituée qui serait le double de son amour manqué de jeunesse. Et c'est simplement ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de grandes choses, je pense, à suivre, de grands événements, de grandes péripéties, mais c'est aussi le cas, par exemple, dans Le Miroir. Il y a cette anecdote, je crois que enfin, tout le monde connaît de Tarkovsky, où après la diffusion du Miroir, la seule personne qui semblait avoir compris ce qu'il venait de voir, c'était la femme qui venait nettoyer la salle, et qui disait juste que ben, finalement, c'est juste un homme sur son lit de mort qui se rappelle tous ses souvenirs passés, et c'est tout, maintenant, partez de la salle. Et je pense qu'il y a un peu de ça chez Bigan, parce qu'il y a de ça chez House of Chien, qui agit un peu qui est un peu de la même manière, c'est-à-dire qui s'amuse à faire des compositions de plans, des espèces de structures filmiques très complexes, très composées, très picturales, etc., pour au final exprimer des choses simples comme le deuil, ou juste le départ d'un proche, ou juste le spleen de Shuchi qui juste n'a pas la vie qu'elle veut dans Millennium Mambo. Et il y a de ça puisque Lim Gyong, qui est le musicien de Millennium Mambo, est celui qui fait la musique du film de Bigan. Ouais, et pour rejoindre ce que dit Kefren sur tout ce qui est mémoire et temps, bah, évidemment, ça nous renvoie aussi à Marcel Proust. Et il y a 2 entretiens qui ont été faits par Libération en 2016 et en 2019 avec Bigan, qui sont vraiment intéressants parce qu'ils se répondent. C'est-à-dire qu'en 2016, le journaliste de Libération demande à Bigan, dans Kylie Blues, en fait, vous évoquez beaucoup la mémoire, le temps qui passe, et vous modifiez le réel, vous sublimez le réel. Est-ce que vous avez déjà lu Proust? Et Bigan lui répond oui, plusieurs spectateurs m'en ont déjà parlé, et j'ai commencé à lire La recherche du temps perdu, justement, et je vois en effet qu'il y a des similitudes dans les thématiques du temps et de la mémoire. Et en 2019, il retrouve donc Libération, et il lui pose la question est-ce que vous avez continué ou est-ce que vous avez terminé à la recherche du temps perdu? Et Bigan leur dit non, j'ai arrêté parce que c'était trop long, mais en tout cas j'en ai déjà lu des bons passages, et c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont communes avec cette justement volonté, enfin le mémoire et temps sont vraiment les 2 mamelles du cinéma de Bigan, hein, avec les horloges, etc., et toutes ces questions sur est-ce que la mémoire c'est le faux, le vrai. À la fin, c'est l'éphémère contre l'éternité avec cette montre et ce feu de Bengale. Et en fait, c'est tout le cinéma qui, au final, fait penser à la littérature de Marcel Proust, c'est-à-dire que ça s'inspire du réel de l'auteur. Voilà, sa vie à Kylie, etc. Souvent, il y a des membres de sa famille qui jouent dans ses films. Au ping-pong, c'est son petit frère qui joue. Il y a souvent une coiffeuse parce que sa mère était coiffeuse. Il y a souvent des scènes en voiture parce que son père était chauffeur de taxi. Enfin, il mélange vraiment sa vie, mais il lui donne un supplément artistique supérieur.
Et en fait, c'est cette vie fictive qui, en fait, recrée le réel comme s'il devrait l'être, comme dans Le temps retrouvé de Marcel Proust. Et du coup, c'est la deuxième citation que j'avais notée pour ne pas l'oublier. Donc, c'est une citation de Proust dans Le temps retrouvé. Et ça fait vraiment penser à ce que fait Bigan avec son cinéma. Donc, la citation, c'est « La grandeur de l'art véritable, c'est de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue et qui est tout simplement notre vie. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. » Et il suffit de remplacer littérature par cinéma, et là on a vraiment le geste de Bigan, voilà, qui sublime sa vie en fait. Et comme dans Un grand voyage vers la nuit, en fait, cette séquence finale de rêve, en fait c'est ça le réel. Est-ce qu'il y aurait, on a bientôt terminé, est-ce qu'il y aurait une autre question ou un autre commentaire? Moi, j'en ai une dernière, qui est très simple. Est-ce que vous imaginez un seul instant que Bigan puisse faire un film uniquement composé d'un plan séquence? Bah, techniquement, il peut le faire. Après, il y a quand même, avant qu'il y ait ces plans séquences qui sont vraiment justifiés par le propos, il faut quand même qu'il y ait une mise en contexte. Donc, sauf si tout se passe dans une sorte de lieu atemporel ou dans un lieu qui n'existe pas sans temps, ça risquerait d'être assez étrange. Mais dans son prochain film, qui s'appelle donc Résurrection et qui sort en 2025, qui est un film de science-fiction, en gros, c'est une personne qui est jouée par Chouki, qui tombe dans le coma, quelque chose comme ça, et en fait, on se retrouve dans sa psyché, et elle est en train de naviguer dans une sorte de lieu sans temps, sans espace, et en fait, voilà, elle se retrouve dans un monde un peu étrange. Donc, on se retrouve encore dans une sorte de zone tarkovskienne, enfin, du moins, nous dit le scénario, donc peut-être qu'il y aura encore là des plans séquences, mais tout un film, je ne sais pas, peut-être un court-métrage. Ah, pas mal, ils s'en est bien sortis. Je t'en prie. Moi, je pense pas vraiment tout un film parce que justement dans ces œuvres, il y a souvent des mises en abîme, des espèces de dialectiques de fragments. Et justement dans son dernier court-métrage qui est assez incroyable aussi, assez génial, il joue justement sur des mises en abîme, des jeux de miroirs, etc. Et en fait, je pense que c'est ce qui l'intéresse plus, c'est de confronter comme disait Marc, je crois tout à l'heure, de confronter un truc fragmentaire à quelque chose d'éternel ou d'une linéarité à des ruines ou des choses comme ça. Et je crois que c'est beaucoup plus ce qui l'intéresse que le plan séquence. Le plan séquence l'intéresse de la manière où il répond à une logique fragmentaire d'avant. Et c'est un peu des choses qui se nourrissent d'entre elles. Et même, je pourrais pousser dans une logique taoïste, c'est-à-dire que en réalité tout ça se mélange il y a de ça chez Bigan, c'est-à-dire le miroir l'intéresse, mais dans le concept de ce que c'est justement le miroir, c'est-à-dire il y a une personne qui existe et il y a l'image qui est réfléchie, et donc il faut prendre en compte à la fois la personne et la réflexion, et je pense que c'est ça le cinéma de Bigan. Merci, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Marc, en tout cas, d'être venu pour nous parler du film. Merci à toi Kefren, en direct de là où tu es. Merci beaucoup pour ta disponibilité, ta présence et ta compréhension. Merci à vous aussi d'être restés et d'avoir écouté cet entretien, ma foi, passionnant, malgré des soucis techniques, mais en tout cas, on l'a fait. Merci beaucoup, Amine. Et puis, on se retrouve dans une heure, dans les années 80, aux États-Unis, pour voir Rocky IV, directeur Scott. C'est extraordinaire, la diversité du cinéma. C'est fascinant. Merci beaucoup. Salut, Kefren. That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and